Allez, voilà, on va passer maintenant au Togo, où le gouvernement étend le dialogue civilo-militaire. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a présenté en Conseil des ministres une communication relative aux rencontres d'échange entre les forces de défense et de sécurité et les populations civiles dans le cadre de la promotion du dialogue entre les civils et les forces de défense et de sécurité, dans le but donc de préserver les valeurs essentielles de paix et de cohésion nationale qui caractérisent le Togo dans un contexte sous-régional agité. Le gouvernement a initié donc ces rencontres. Ce sont des rencontres de dialogue et d'échange entre civils et forces de défense et de sécurité. Elles ont eu lieu dans plusieurs villes du pays, rencontres donc qui ont permis d'évoquer ces relations qui doivent exister entre les deux entités. Nous allons en parler donc ici. Eric Johnson, dialogue entre forces de défense et de sécurité et civils. Est-ce qu'il est important de faire ces genres de rencontres? Est-ce que ça apporte forcément quelque chose? Évidemment. Vous savez, nous sommes dans un contexte sécuritaire un peu difficile sur le continent. Et donc, le travail qu'effectuent les forces de l'ordre et de sécurité dans nos différents pays, ce travail-là est forcément délicat s'il n'y a pas l'appui des civils. Parce que, vous savez, aujourd'hui, quand on parle un peu du terrorisme, du djihadisme, etc., on constate forcément que tout vient de la société civile. C'est-à-dire, c'est les civils qui s'organisent en groupes organisés pour aller affronter un État pour des raisons forcément politiques, la plupart du temps. Et donc, c'est ces civils-là qui doivent aussi dénoncer, je dis, des civils qui s'organisent pour attaquer les États. Et ceux-là, on les appelle des terroristes, des djihadistes, parce qu'ils essaient de manipuler les populations très, très, très pauvres. Et donc, il y a une partie des civils qui doit forcément dénoncer cela aux forces de sécurité et forces d'ordre et de sécurité pour pouvoir maîtriser la situation et porter la paix dans nos pays. Ce qui se fait aujourd'hui au Togo, je pense que c'est une initiative très louable du moment où il faut remercier Dieu que dans notre pays, sur la terre de nos aïeux, la situation que vivent nos pays voisins ne se développe pas ici. Et c'est forcément dû à quelque chose. Si vous n'avez pas la paix, vous ne pouvez pas développer le pays. Les gens crient, il y a la pauvreté, et les gens n'arrivent pas à manger à leur faim, etc. Mais il y a quelque chose que nous devrons tous préserver, c'est cette paix-là. Maintenant, vous savez, quand vous allez vous quitter ce terrain sécuritaire, vous allez sur le terrain politique, vous avez également besoin des forces de sécurité et pour pouvoir canaliser les forces politiques pour qu'elles ne dévient pas de leur mission. Quand vous regardez un peu ce qui se passe, c'est déplorable qu'à un certain moment de notre vie politique, les forces de sécurité interviennent d'une manière ou d'une autre, tout en assurant la sécurité du pays. Ces forces-là interviennent parce que elles sont en mission commandée par leur hiérarchie, et ça pose un véritable problème. On a vu depuis les années 60 que entre les civils et les militaires, il y a un problème. Un problème qui est un problème juste de dialogue. On n'arrive pas à se parler. Les civils ont peur des militaires. Ce n'est pas parce que les militaires ont des armes, tout simplement.
c'est parce que l'uniforme que ces militaires-là portent déjà crée une psychose au sein des populations. Et c'est donc pour aider tout le monde à vivre le vivre ensemble que nous cherchons tous, que ces initiatives sont organisées. Il y a bien sûr eu les rencontres qu'il y a eu à Mango, à Sokoli, à Takwame, Palini, à Détikope et à Lomé. Mais Sylvestre Béni, on sait que, c'est vrai que Eric Johnson l'a effleuré brièvement. On connaît l'histoire de l'armée au Togo. On sait qu'entre l'armée et les populations, il y a eu beaucoup de frictions au cours des temps. Est-ce que c'est ce genre de dialogue qui vont rétablir la confiance? Normalement, oui. Normalement, oui, mais sauf que lorsque vous interrogez un peu l'histoire politique togolaise, ce qui se fait aujourd'hui n'est pas nouveau. Elle n'est pas nouveau en ce sens qu'au temps donc, du général Yassine Bouyadema, c'est-à-dire de l'ancien président, il y a ce que nous appelons la réconciliation armée-nation. Et ça se fait, mais sauf que de bon à mal, là, on constate toujours que l'osmose entre civils et militaires ne prend toujours pas. Et je parle de l'époque des Yadema, et on a vu, lorsqu'on voit, on évoque peut-être 2005, lorsqu'on évoque 98, quand on parle donc de ces années-là au Togo, on constate que le civil qui voit le militaire a une certaine hantise, une certaine appréhension vis-à-vis de ces militaires-là, parce qu'il y a eu un certain nombre donc, de mésaventures que ces civils-là connaissent souvent. Et vous avez vu que le problème, disons que le problème du Togo, c'est la garantie de non-répétition. C'est que les militaires sont souvent coupables d'un certain nombre donc, de faits, des voies de fait qui ont été commis sur des civils. Et généralement, ces militaires-là ne sont pas punis conformément à ce que les civils espéraient. Voyez-vous? Et c'est ce qui a fait qu'on sent toujours cette rupture-là entre militaires et civils. Or, ces militaires-là proviennent en réalité des civils. Mais une fois dans leur uniforme, ils se métamorphosent. Et au lieu que des dispositions, des mesures coercitives soient prises, ne serait-ce que pour punir ces éléments-là, souvent on met tout cela sous le dos donc, des éléments incontrôlés de l'armée. Alors, si ces personnes sont incontrôlées, vaut mieux donc de les reformer. Mais on prend des couverts, ne serait-ce que pour marquer souvent les actes posés par ces militaires-là. C'est ce qui fait qu'à chaque fois, on revient sur le dialogue civil-militaire, mais ça ne prend toujours pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par sanctionner ces militaires-là. Mais souvent, on me dit... Il y a justement... J'allais en venir. On nous parle donc de sanctions internes, on nous parle donc... Mais le civil veut voir du concret et commencer à avoir une certaine confiance à l'autorité. Mais on nous dit c'est interne, mais qui voit ça? Quelqu'un qui vient me... militaires en prison aujourd'hui pour des faits qu'ils ont commis. Oui, celui-là qui a tué quelqu'un avait dit tout récemment, il est en prison. Justement. Celui qui a tué un enfant d'apparence, il faut communiquer là-dessus. C'est ça, la communication joue également un rôle important dans ce sens-là. Il faut communiquer. Je disais quelqu'un la dernière fois que le militaire qui a tiré sur quelqu'un avait dit en prison, il me dit c'est vrai? Non, c'est vous les journalistes, là, vous avez mal. Je dis que le monsieur est en prison. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas l'information. Donc, il faut communiquer là-dessus pour dire que ces actes-là sont punis par l'autorité. Comme ça, le civil aura le courage, si d'aventure il est méprisé ou il est brimé par un militaire, il peut avoir le courage peut-être d'aller porter l'affaire devant la hiérarchie et espérer que si ça ne rentre pas dans le cadre légal de ses fonctions, qu'on peut toutefois le punir. C'est de cela qu'il s'agit en réalité. Entre le militaire et le civil, pour qu'il y ait cette, Sylvestre parlait d'osmose, cette osmose-là, qui doit plutôt redescendre sur terre? On a l'impression parfois que quand ils sont habillés, ils se prennent pour les super-héros. Quand ils voient des civils, pour eux, c'est des éléments à écraser. Donc cela a créé cette méfiance qu'a le civil
vis-à-vis du militaire. Est-ce que ce n'est pas cette attitude que les militaires doivent d'abord changer au-delà de ces rencontres-là pour créer cette... Oui, non, je crois que déjà l'objectif de ces rencontres, c'est d'échanger, de permettre aux populations de voir comment fonctionnent les forces de défense et de sécurité. C'est-à-dire que déjà, nous confondons militaires, policiers et gendarmes. Voilà. Donc, quand on voit quelqu'un en treillis, c'est un militaire. Quand les policiers et les gendarmes en treillis viennent faire une action, on dit c'est des militaires. Non. Avant, c'est vrai, il n'y avait pas assez de policiers et de gendarmes. Dans les années 90, on a vu plusieurs fois les militaires sortir, s'occuper des manifestations publiques, par exemple, ce qui n'était pas de leur ressort, mais de plus en plus, il y a eu des recrutements et donc dans la police et la gendarmerie, aujourd'hui, on recrute beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup plus d'activités publiques et donc ils sont sollicités donc, pour faire ce travail-là. Maintenant, quand nous-mêmes, nous sommes allés à l'école avec des amis qui sont devenus militaires, policiers, gendarmes, mais parfois déjà le français qui parle n'est plus celui qu'on parlait ensemble. Ça veut dire que c'est une autre formation au niveau des forces de défense et de sécurité. Et il y a qui sont à la disposition du pouvoir public, qui exécutent des ordres, qui ont une mission qui est celle de sécuriser le territoire. Et ça, c'est au-delà des intérêts des individus ou des groupes d'individus. Donc quand ils reçoivent des ordres, ils les appliquent. En ce moment, ils sont couverts par la loi parce qu'ils agissent sous une autorité légitime qui leur donne des ordres. Et ça, nous, on pense que les militaires viennent de leur propre chef pour le faire. S'ils le font de leur propre chef, ça en parlera de... Même s'ils le font sous l'autorité, il y a des dispositions qui sont prévues. J'arrive. C'est pour ça que je dis, maintenant, il y a un autre débat sur l'ordre qu'on donne. Est-ce qu'on parle de la baïonnette intelligente? Est-ce qu'il ne faut pas? Il y a des ordres qu'on ne peut pas respecter. Ça, c'est un autre domaine. Mais ici, c'est beaucoup plus la politique qui a amené, dans un premier temps, les militaires dans les années 90. Je me rappelle après la conférence nationale, pendant la conférence, il y a eu d'abord ces communiqués-là qui passaient à la radio, à la télévision. Communiqué numéro 1, si on jette un caillou à un militaire, c'est des coups de rafale en riposte et tout ça. Bon, on s'amusait bien sûr après avec ça, mais ça a été des réalités. Et c'est à cette époque que le Premier ministre Figo a lancé la réconciliation armée-nation, parce qu'il avait remarqué, à l'époque il était le président, puisque c'était la transition, il était pratiquement président de la République. Et c'est Kofigo qui a lancé la réconciliation armée-nation, parce qu'il a su que finalement il n'y avait pas cette symbiose qui devait être dans la société. Et donc, c'est un peu parti de là. Après, récemment, il y a eu les événements du 19 août qui ont fait que aussi l'armée ou les forces de sécurité et de défense sont appelés à intervenir. Et donc, ces rencontres permettent d'échanger. Parfois, c'est des policiers qui sont débordés. Parfois, c'est l'armée qui revient en renfort, mais tout ça est prévu par la loi. Il faut que les gens le sachent. Il faut peut-être, je suis d'accord avec Sylvain sur ce point, il faut communiquer beaucoup. Mais il y a une méconnaissance déjà du fonctionnement de ces institutions. Après, moi je me rappelle quand on était au campus, parfois on envoyait des gendarmes nous disperser. On avait un cousin qui commandait. Parfois, il est gentil, il vient vous dire, bon, là, je vous préviens, dispersez-vous. Dans quelques minutes, on va vous disperser. Et il retourne. Là, au moins, il a été gentil. Il vous dit qu'ils ont reçu l'ordre de vous disperser. Il aurait pu le faire même sans vous le dire. Donc, on le voit aussi dans les manifestations avec l'opposition. Et il y a parfois, voilà le ministre appelle Jean-Pierre Fabre ou à Piévon ou quelqu'un d'autre pour lui dire, ben voilà, là, c'est l'heure, ce n'est plus l'heure pour manifester. Si vous ne vous dispersez pas, on le fait. Et ça se fait. Voilà, donc, il faut ces échanges-là pour que les civils comprennent un peu comment fonctionne. Parce que les militaires, ils ont une autre façon de réfléchir. Ils exécutent, ils rendent compte. Quand ils sont coupables d'une faute personnelle, en ce moment, ils peuvent... Non, je voudrais rebondir sur ce que Sylvestre disait tout à l'heure. C'est une réalité. On parle de façon générale, mais les cas isolés démontrent autre chose. Quand c'est une bavure policière, un militaire qui commet une forfaiture, je crois que là, on parle d'impunité.
Et c'est à ce moment-là qu'intervient ce qui disait la communication sur le sort réservé à cet élément. Maintenant, Germain essayait d'expliquer un peu cela de façon générale. Lorsqu'il y a une situation de crise, les militaires se comportent en tant que garants de la sécurité du pays. Et à partir de ce moment, il y a des règles qu'il faut suivre tout simplement. Mais parfois, avec le débordement, etc., les militaires vont à l'extrême, ce qui ne devrait pas se faire. Et vous savez, pour la petite anecdote, où il y a une manifestation à Décon, les gens ont envahi le quartier, les militaires arrivent et disent, écoutez, dans 5 minutes, nous allons libérer la voie pour que la population puisse vaquer à leurs occupations. Mais il y a un leader politique qui prend sur lui de dire aux civils, non, personne ne va vous dégager d'ici, tenez tête aux forces de l'ordre et de sécurité. À partir de ce moment, quand les forces de l'ordre sont arrivées sur le terrain pour demander qu'on libère la voie, il y a eu tout de suite un débordement. Donc parfois, la faute se trouve dans les deux côtés. Des deux côtés, on a quand même les fautes. Et là, à partir de ce moment, lorsqu'il y a débordement, on ne parlera pas plus de bavure policière. Mais en ce moment-là, il faut forcément que les militaires arrivent à discuter avec les civils. Ce qui se fait aujourd'hui, moi je le prends de façon globale en disant que même au niveau des civils, puisque les militaires sont déjà bien organisés, il faut que désormais les civils aussi le soient ainsi pour que les discussions puissent aller de l'avant. Si on veut, on dit réconciliation armée-nation, ce qui se fait tout le temps, pourquoi aujourd'hui on lance un dialogue? Parce que la finalité, c'est de mettre tout le monde ensemble et de dire plus jamais ça. Mais le plus jamais ça, là, on l'a entendu plusieurs fois. On l'a entendu pendant des années. Et aujourd'hui, oui, justement, mais il faut une nouvelle méthode. Il faut aller de manière un peu plus pédagogique pour y arriver. Voilà. Est-ce que les forces de défense et de sécurité ne souffrent pas aussi de cette image qu'on leur colle souvent d'être, j'allais dire, une armée politisée? Mais ils prêtent le flanc. Ils prêtent le flanc parce que, sauf que nous le disons, il y a des militaires, ou du moins tous les corps ici au Togo prêtent souvent le flanc et à ce qu'on puisse les qualifier donc, de militants donc, de partis politiques. Je vous donne juste un exemple. Du parti au pouvoir. Du parti au pouvoir. Je vous donne juste un exemple. Vous avez vu tout dernièrement, lorsque le président togolais devait, du moins, annoncer sa candidature pour le 4e mandat. Je précise pour le 4e mandat. Il ne faudrait pas qu'on vous dise autre chose. Alors, nous avons vu des militaires. Nous avont vu des militaires qui nous ont rappelé l'époque donc des animations et qui ont fait la haine là et qui dit et qui applaudissait le président. Et sur d'autres images, il y a ces militaires-là en tenue, je dis bien en tenue, et qui disent au président un coup KO, un coup KO. Vous ne pouvez pas être militaire et être en uniforme et aller faire, du moins, être également militant d'un parti politique. C'est inadmissible. Il y a une image qui se situe actuellement sur les réseaux sociaux, celle du Ghana, où vous avez vu, ils ont érigé donc une affiche donc, du président ghanéen Nana Akufo-Addo devant donc une garnison. Et une fois que les militaires ont vu ça, ils sont montés là-bas pour descendre ça rapidement. C'est ça qu'on appelle une armée républicaine, parce qu'ils devaient être neutres. Mais ici au Togo, l'armée prête le flanc, et là, la population leur colle juste ce qu'ils font. C'est de cela qu'il s'agit. Alors tout à l'heure, je voulais en fait rebondir sur l'intervention donc
de Germain quand il disait que oui, ils ont reçu des ordres, il faut les exécuter. Non, il y a des ordres que le militaire ne doit pas aussi exécuter. Lorsque cela porte atteinte donc aux droits de l'homme, à la vie donc de la population. Le droit le droit humanitaire. Et il y a des dispositions qui sont prévues donc dans notre Constitution. Lorsque le militaire, parce que la hiérarchie lui a donné l'ordre donc d'exécuter peut-être une décision, je trouve peut-être dublement disant maladroite, oui, il va exécuter cela, mais demain c'est lui qui sera poursuivi. C'est lui qui va répondre. Tant bien qu'il ait exécuté l'ordre donné par une hiérarchie, mais c'est lui qui sera coupable. Mais c'est quand même vrai que peut-être on peut avoir beaucoup de choses à reprocher aux militaires, aux policiers, aux gendarmes, mais en même temps on a aussi beaucoup de sujets sur lesquels on peut les féliciter. Ils font un très bon travail. Et dans le contexte sécuritaire actuel dans la sous-région, il est important que s'établisse cette confiance-là. Oui, je crois que l'autre enjeu de ces rencontres, c'est ça. Ce n'est plus purement pour les questions politiques, mais c'est pour les questions sécuritaires. Là, aujourd'hui, il y a l'extrémisme violent, il y a le terrorisme qui a envahi la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et le Togo, avec un peu le Ghana et le Bénin, sont les quelques rares pays qui ne sont pas encore touchés. Et il faut la contribution des populations pour que les forces de sécurité et de défense puissent mieux protéger le territoire et les populations. Donc, l'idée, c'est déjà aussi d'échanger par rapport à tout ça et d'associer les populations à la sensibilisation parce que ces djihadistes-là aussi vivent avec nous, reculent parfois dans les populations et donc il faut sensibiliser. Donc, je crois que l'enjeu est de taille et il y a un grand travail qui est fait. Vous savez, il y a certains, quand vous approchez des militaires qui vous disent un peu comment ils travaillent, vous allez vous rendre compte que c'est des gens qui ne dorment pas. C'est des gens qui travaillent jour et nuit pour que nous dormions, pour que nous travaillions, pour que tout se passe bien, pour qu'il y ait cette stabilité-là. Donc, c'est un travail qui est fait. Et notre armée, globalement, est félicitée pour son professionnalisme. Maintenant, pour revenir à ce débat, je n'ai jamais dit qu'il faut exécuter les ordres les yeux fermés. J'ai même parlé de la baïonnette intelligente parce que parfois, il faut que celui qui doit exécuter l'ordre réfléchissent aussi. Il est un homme, donc je n'ai jamais dit de l'appliquer tel quel si l'ordre est injuste, de l'appliquer. Non, je n'ai pas dit ça. Donc, il y a cet enjeu-là, mais plus globalement, il y a une grande évolution. Quand vous prenez l'encadrement des manifestations publiques, avant, les gens organisaient des manifestations, il n'y avait pas une loi. Et aujourd'hui, vous dites que vous organisez et on met des forces de sécurité à votre disposition qui vous encadrent. Ce qui a fait qu'il y a une grande évolution donc des rapports entre les civils et les militaires. Et quand on parle maintenant des militaires qui sont pro un parti, non, je pense qu'on se trompe un peu. Allez au Ghana, vous parlez du Ghana, mais ces élections sont contestées. La veille de l'investiture, il a fallu que l'armée ghanéenne aille sécuriser le pays pour qu'il y ait le calme. Hein. Ne vous détrompez pas, cette armée est au service du président actuel qui est sortant et qui a gagné. Non, pas au service du président, il est au service de la nation. Je parle du président. Le président représente qui? Non. Le président représente qui? Le président représente la nation. Je n'ai pas donné le prénom du président. Au service du président, non? Oui, mais c'est le président qui représente la nation, non? Est-ce que j'ai dit qu'il est... Je n'ai pas dit qu'il est au service de Nana Addo. Je dis qu'il est au service du président de la République. De l'État, c'est le président qui le représente. Et quand vous allez en Guinée, on parle d'Alpha Condé. Mais l'armée guinéenne, ce n'est pas une armée créée par Alpha Condé. Au Bénin, quand il a fallu organiser les législatives que les gens contestaient la veille de l'ouverture de la campagne, s'il te plaît, on a déployé des militaires pour sécuriser le Bénin. Oui, mais c'est pour dire, ces militaires ne travaillent pas pour Talon. Talon... On s'est lancé dans un processus. Non, j'arrive. Ce que je veux dire, c'est là, je veux juste dire que ces militaires exécutent l'ordre de l'exécutif. Et le jour où il y aura peut-être Jean-Pierre Fabre, ou je ne sais pas, Maître Apollon, ou qui au pouvoir, vous verrez qu'il va commander. Non, mais en fait, c'est ça. Ce que je dis, oui. Si ils sont dans leur rôle donc de sécuriser l'endroit, d'accord, parce qu'il y a d'autres qui ont reçu mission de sécuriser l'endroit, parce que le président de la République est sur le lieu. Mais ceux qui font campagne en disant un coup chaos, ils ne sont pas à mission. Bon. Là, ils sont des militants. Voilà, c'est ça la différence en fait. Sur ce plan, il faut d'abord
comprendre la chose de cette manière. Est-ce que ces militaires-là qui sont arrivés sont en mission? Est-ce que c'est leur garnison ou je ne sais pas, leur commandement qui les a envoyés sur le terrain? Il faut qu'on comprenne ça d'abord. Je pense que pour ces images qu'on avait vues, c'était pour la plupart des anciens combattants. Hein, voilà. Donc, voilà. Non, quand on parle de militaire, le militaire n'est jamais en retraite. Hein. Ça, il faut le prouver. Oui. Non, on peut le rappeler à tout moment. Oui, mais il part à la retraite. C'est peut-être c'est l'armée de réserve. C'est-à-dire, ce que moi je veux dire, c'est qu'on peut traiter les gens de tout, mais il faut savoir d'où viennent ces gens-là qui applaudissaient en uniforme militaire. C'est là où moi... Mais attends, est-ce qu'ils sont en mission? Non, donc ils ne devaient pas être en uniforme. Ils peuvent être là en tant que Togolais civil. Oui. On reconnaît que c'est un militaire, mais il soutient, c'est son candidat. Mais être en uniforme, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en uniforme, vous représentez l'État. Oui, non, moi je crois donc que... vous ne devez plus supporter. Non, je crois que c'est pareil pour nous aussi, journalistes, qui n'avons pas le droit... Nous parlons donc... Non, j'arrive, oui, j'arrive. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord avec les militaires. Ce militaire qui dit un coup KO, il ne sait pas qu'il ne doit pas le faire en tant que militaire. Et en uniforme. Mais, non, peu importe, même nous quand on n'est pas en uniforme, d'abord nous on ne porte pas, on ne porte même pas les treillis des candidats et les tenues des candidats. Ils vont voter aussi. Voilà, mais ils votent, ils ont un choix. C'est comme vous. Oui, ça dit... Non. Mais ils peuvent aller faire campagne, nous sommes pas en étant en uniforme. Voilà. Là, moi ce que je voudrais dire, peut-être pour finir, c'est que on parle de dialogue parce qu'on sait qu'il y a un problème. Et ce problème-là, c'est entre les civils et les militaires. Alors, je pense que, fondamentalement, il faut rechercher là où se trouve le problème. Parce qu'en réalité, lorsqu'il y a un mouvement d'ensemble et il y a une mission des militaires ou des forces de l'ordre sur le terrain, ce dont on parle, là où il y a problème, c'est les transgressions des deux bords. Il faudrait qu'on arrive à amoindrir tout ça, parce que de toutes les façons, ça existera toujours, mais il faut que ça soit amoindri au plus, plus grandement pour que l'on puisse aller ensemble. Voilà. Là, tu es centriste. Centriste. Et merci à Sylvestre Béni. Voilà, on va s'arrêter ici. Merci à tous d'être restés avec nous et à la semaine prochaine.